Bon matin. Ben, en fait, ici c'est le matin. Je sais pas pour toi à quel moment de la journée ça va être quand tu vas visionner cette vidéo-là, mais bon matin. Je reviens vers toi ici en vidéo parce que la vie nous fait des beaux clins d'œil parfois. J'écris un texte en début d'année sur mon blog personnel, le blog de mon site web. Dans ce texte-là, bon, il y avait toutes sortes de sujets qui étaient abordés, pas vraiment importants. Puis, dans le fond, ce que je disais, c'était quand même assez comique parce que je faisais état du fait que, à l'heure actuelle, tout est excessivement tranquille pour moi du côté du partage et de la transmission, ce qui m'amène complètement ailleurs dans la vie. Et puis, je disais que, bon, justement, vu que c'était très tranquille, ben, je me désengageais de plus en plus et puis que je ralentissais un peu la cadence, que ce soit en termes de nombre de textes que je fais sur le blog et de la cadence aussi qui se prend sur la plateforme Substack. Et là, j'écris un texte à ce sujet-là et puis, paf, soudainement, ce texte-là fait réagir beaucoup plus que les autres textes que j'ai écrits, je vous dirais, au cours des dernières semaines, des derniers mois. Fait que ça, je trouve ça très amusant parce que c'est vraiment un beau clin d'œil de la vie qui est là pour nous rappeler qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis dans un sens comme dans l'autre. Bref, si je reviens vers toi, c'est que justement, ce texte-là a créé un peu plus de réactivité et a suscité des questionnements. Et bon, parmi les quelques courriels que j'ai reçus relativement à ce texte-là, je vous dirais qu'il y en a un qui a attiré un petit peu plus mon attention, puis qui a fait comme, ouais, OK, ça pourrait être intéressant de revenir et puis de discuter un peu de ce qui a été soulevé dans ce texte-là. Ben, ce que ça a soulevé finalement comme questionnement. Donc, maintenant, c'est comment j'aborde tout ça. Comment j'aborde tout ça? Ben, en fait, je ne veux pas faire un résumé du texte parce que c'est quand même un texte qui nécessite une vingtaine de minutes de lecture et puis il est quand même assez dense en termes d'information. Donc, ça serait un peu complexe et inutilement long que de le résumer, mais c'est certain que j'y traitais beaucoup d'énergie, du fonctionnement de notre système nerveux. Et puis, c'est ça. À un moment donné, je pense que ce qui a titillé le questionnement d'une personne en particulier, là, celle à laquelle j'avais le goût de répondre aujourd'hui, c'est le fait que j'ai référé à l'union de Shiva et Shakti. Bon, cette personne-là a été fortement interpellée par ça, à l'union de Shiva et Shakti. Et puis, dans le fond, je veux vraiment essayer de ne pas rendre les choses complexes, fait que c'est pour ça que j'aime mieux prendre mon temps, puis tu m'excuseras si j'ai des pauses ou si j'ai des blancs. Je veux prendre le temps de bien répondre à cette question-là. C'est toujours la contradiction apparente, et je dis bien que c'est une contradiction apparente, entre justement cette idée-là de Shiva Shakti et tout ce qui concerne la fameuse non-dualité. Donc là, cette personne-là avait une certaine forme de confusion parce que cette personne-là a lu ce texte-là, mais elle lit aussi les textes que j'écris sur Substack. Et bon, c'est certain que dans les derniers textes que j'ai faits au cours des dernières semaines, des derniers mois, je suis beaucoup plus dans des constats assez bruts et directs parfois, et je vous dirais un espèce de gros zoom out aussi de tout ce qui concerne un peu l'époque dans laquelle on est, ce qu'on traverse avec l'ampleur du numérique, ce que ça prend comme place dans nos vies, les écrans, ce que ça a comme influence sur notre façon de nous percevoir, percevoir le monde, percevoir les autres, ce que ça a comme influence en termes d'idéologie qui circule, de tendances lourdes aussi et tout ça. Donc là, ce qui crée une certaine confusion chez cette personne-là, c'est toujours l'espèce de contradiction apparente entre
ce qui est annoncé sur mon site. Quand on va sur mon site, c'est certain que moi, ce que j'offre comme service essentiellement, c'est des satsangs. Il y a des petits services subsidiaires qui se greffent autour de ça aussi, là, je veux dire, mais essentiellement, c'est beaucoup ce que moi j'offre comme outil d'introspection ou de retour vers soi ou de retour du regard vers soi. Moi, je le fais beaucoup à partir de cette pratique-là, qui est vraiment une pratique spirituelle, le satsang, ce qui est annoncé comme étant ce qu'est le satsang, finalement, et puis versus des partages qui, pour cette personne-là, apparaissaient beaucoup plus personnels et conséquemment identifiés. C'est le terme qui est employé. Personnel et identifié que ce qui peut être annoncé qui relève sur mon site plus d'aspects ou d'un volet qui peut paraître, encore là, qui peut paraître non duel. Donc, c'est tout le temps cette contradiction-là là, qui revient chez nombre de chercheurs qui semblent croire qu'ils ont à faire un choix entre la non-dualité et d'autres types de chemins ou d'autres types de voies ou d'autres types de pratiques, on va le dire comme ça. Et comme là, en plus, dernièrement, dans des textes, je me suis beaucoup plus rapprochée de tout ce qui concerne le fonctionnement de notre système nerveux, d'un aspect beaucoup plus biomécanique ou je vous dirais presque médical jusqu'à un certain point, quoique je suis pas médecin puis je m'improvise pas de ce côté-là, mais pas du tout. Là, c'était plus des informations, je vous dirais, somme toute générales sur le fonctionnement du système nerveux. Bref, comme je me rapproche un peu de tout ça, ben là, c'est pas trop long que pour certaines personnes, ça peut créer de la confusion. Donc, je prétends pas avec la vidéo clarifier toute la confusion que cela a pu créer, parce que la confusion, à quelque part, elle vous appartient. Là, je veux dire, c'est quelque chose qui se manifeste à l'intérieur de vous, que vous allez devoir observer, examiner, puis voir pour ce que c'est. Hein? C'est une phase passagère et transitoire, ça aussi. Et puis, généralement, ben, les périodes de confusion en tant que telles ne sont pas mauvaises en soi. Au contraire, elles peuvent justement, elles sont là généralement pour amener subséquemment un peu plus de clarté. Donc voilà, il n'y a rien il y a rien de mal avec la question de la confusion. Donc, ceci étant dit, je vais me servir un peu justement de Shiva et Shakti pour illustrer mon propos, on va le dire comme ça. D'un point de vue spirituel, si vous étudiez les philosophies orientales et les voies spirituelles orientales, et puis ça, ben, c'est sûr que j'encourage les gens à le faire et à pas simplement demeurer scotché à ce qui se véhicule sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et autres plateformes qui sont là souvent pour vulgariser ou ramener à l'essentiel certaines voies ou certains chemins spirituels. C'est bon de vraiment étudier pour vrai ces voies-là et pas juste se fier au résumé ou à la vulgarisation qui en est faite sur certaines plateformes, parce que celle-ci n'est pas toujours parfaitement cohérente ou alignée. Donc, de se faire une tête par soi-même, c'est hyper important. Ça, c'est une chose. Mais quand on les étudie, ces voies-là, vraiment, Shiva, dans le fond, ça relève beaucoup de l'aspect de la conscience, mais de la conscience en tant que, justement, là, dans sa vision très non-duelle, zazen, pure, absolue, calme, tranquille, paisible, où il se passe rien ou à peu près rien ou pas grand-chose, finalement. Donc, dans cet aspect-là de Shiva, ben, il y a ça, là. Il y a cet aspect-là fondamentalement très non-duel qui est véhiculé par l'Advaita, puis par certaines autres voies aussi, bouddhistes ou zazen, etc. Bon, donc, il y a vraiment cet aspect-là qui relève aussi de la connaissance et qui relève aussi, je vous dirais, de Shiva aussi. Il est aussi représenté assez régulièrement comme le grand destructeur, hein, celui qui déchire le voile des illusions et celui qui est là pour justement mettre un coup de hache solide dans tout ce qui concerne l'illusion qui, illusion, elle, est vue et souvent représentée comme étant tout l'aspect impermanent de la vie, passager et éphémère. Bon.
Donc, c'est certain que dans ce que vous voyez sur le web, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, dans l'aspect non duel, vont véhiculer uniquement cette portion-là. Cette portion-là qui relève d'une identification à la conscience, une réidentification à la conscience, hein, quand on décolle de la tapisserie finalement, puis qu'on cesse de s'identifier au corps, au mental, aux émotions, à tous ces aspects-là, ben, il y a cette espèce d'immense pas de recul-là qui fait que soudainement, il y aurait une certaine forme de réidentification au principe de la conscience. Encore là, c'est discutable, ça, la question de la réidentification. Est-ce qu'il y a lieu de s'identifier à quoi que ce soit? On peut se poser la question. Moi, je vous dirais qu'il n'y a pas lieu de s'identifier à quoi que ce soit la conscience ou le corps ou les pensées ou les émotions. Mais bon, bref, c'est pas vraiment là que je veux m'en aller parce que justement, je veux essayer de garder ça le plus simple possible. Donc, je veux pas me perdre là, dans les méandres justement de la non-dualité qui est pour moi de plus en plus une espèce de gros pelletage de mots, de concepts et qui nous maintiennent et qui font qu'on reste encore et toujours dans l'intellect. Bon, donc c'est pour ça que je ne veux pas non plus m'éterniser sur ce concept-là. Mais quand on traite de Shiva, c'est beaucoup de ça qu'on traite. C'est une voie de connaissance qui vise à finalement déchirer le voile des illusions. Bon, on va le résumer comme ça très simplement. Mais il y a l'aspect Shakti, qui est très, très l'aspect justement de la Kundalini, de l'éveil, de l'énergie, de la vie et de la manifestation en général, ce qui représente aussi tout ce qui relève du passager et de l'éphémère, par conséquent le corps, les pensées, les émotions et ces choses-là. Donc, quand on réfère à l'union de Shiva et Shakti, ben, on réfère au mariage des deux. Au mariage des deux qui fait que justement, il n'y a pas lieu de s'identifier à l'un ou à l'autre. Il y a simplement un lieu de vivre ce qui demande à se vivre dans l'instant T, dans le moment présent, sans identification particulière, juste en le vivant, en l'accueillant, puis en l'embrassant totalement. Et encore là, ben, il faut toujours faire attention avec la question de l'accueil, de l'amour. Là, on tombe vraiment dans l'aspect Shakti, hein, qui est souvent aussi une voie de dévotion, de service, d'abnégation, d'amour, d'abandon, et je vais employer un anglicisme de grand surrender, qui, moi, est la voie que je préconise beaucoup lorsque vient le temps d'adresser justement tout ce qui relève du passager, du transitoire et de l'éphémère. Quand on arrive dans cette zone-là, c'est vraiment dans une posture d'abandon, de soumission, d'amour, d'accueil qu'il faut se trouver. Mais encore là, il faut toujours faire attention parce que la voie de soumission, d'accueil et d'amour, elle peut et elle est beaucoup, dans le milieu spirituel du moins, elle est beaucoup fortement conditionnée et elle a un agenda. Elle a un agenda qui est celui de viser en arrière l'illumination. Bon, donc voilà. Donc il y a beaucoup de ça. Hein? Il y a beaucoup une récupération de tous ces concepts-là, et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans l'intellect, scotché là, dans la compréhension, parce que du point de vue de l'intellect, il y a toujours cette fameuse récupération-là qui est faite, que c'est pour en faire quelque chose ou s'en aller à quelque part avec ça. Donc, et il est là, le grand piège du chercheur spirituel, ce qui fait que la personne ne sort pas de la quête et de la recherche, c'est cette espèce de visée-là en arrière, hein, de but et je m'en vais là, je m'en vais vers l'illumination. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que se croire illuminé ou se croire non illuminé, c'est encore une croyance du mental. C'est encore une récupération du concept de l'illumination pour en faire quelque chose au niveau de la personne et du personnage. Donc, on demeure dans la trappe du mental. Donc, voilà. Et c'est pour ça que la voie de la connaissance a une importante limite et c'est celle-là. C'est celle-là parce que regardez votre expérience de vie, là, puis vous n'avez jamais rien... Et Colin, ça, je vais avoir à l'expliquer, là, je vais le formuler comme ça. Là. Vous n'avez jamais rien fait de la connaissance. C'est-à-dire que ce qui est vraiment contributif à votre expérience comme humain, à enrichir votre bagage, votre vécu, à vous rendre heureux et à apporter un sentiment de plénitude, de paix, de joie et de bonheur, ça ne passe pas par la connaissance, ça. C'est pas ce que vous lisez dans les bouquins qui vous rend heureux.
C'est ce que vous vivez. C'est ce que vous vivez au quotidien avec vos proches, dans votre travail, avec votre famille, vos amis. C'est dans le relationnel de la vie que ça se passe ou dans le relationnel même avec le monde, avec la nature. Je veux dire, je sais pas, moi, être immergé dans la beauté d'un coucher de soleil, ben, c'est relationnel, ça. Il y a vous, il y a le coucher du soleil. Je veux dire, même tout ce qui concerne la spiritualité, c'est relationnel. Parce que vous preniez le concept de l'absolu ou de ci ou de ça, c'est encore une fois une représentation mentale qui a une forme ou qui n'en a pas, peu importe, mais c'est une représentation mentale, c'est un concept avec lequel vous êtes en relation de façon positive ou négative. Et quand on regarde un peu ce qui s'est passé au niveau du religieux au cours du dernier siècle, ben, il y a beaucoup de gens qui sont en relation avec cette dimension-là qu'on dit spirituelle, de façon très négative, mais c'est une relation pareille. Et puis, bon, si vous étudiez un petit peu la psychologie, vous pouvez très bien voir que dans un trouble de l'opposition, ben, d'être en opposition avec quelque chose, quand ça tire, quand ça résiste, c'est une façon encore de demeurer en relation. Donc, toutes les relations et tout nous ramène là-dedans. Et quand on parle de la danse de Shiva et Shakti, c'est de ça qu'on parle. On parle de la relation entre le permanent et l'impermanent. Comment vous naviguez là-dedans? Et la seule façon de naviguer adéquatement et sereinement entre le permanent et l'impermanent, c'est de cesser de s'identifier à l'un ou à l'autre et de simplement vivre ce qu'il y a à vivre. Et c'est pour ça que sur mon site, quand vous allez dans la rubrique à propos là, qui parle un peu de mon parcours et de la façon dont j'ai vécu ça, je commence en introduisant qu'à un moment donné, même la fameuse conscience d'être, le fameux « je suis », finit par se dissoudre. Il se dissout dans la vie et il reste plus que la spontanéité complète de la vie. La façon dont la vie se vit dans l'instant sans se poser de questions par rapport à un jeu qui serait en train de se mettre au milieu ou au centre d'un drame ou d'un moment d'extase ou de joie quelconque. Donc, c'est toujours ça, parce que le mental, lui, cherche toujours à s'identifier, à se relier à quelque chose pour se sécuriser. Et ça, j'en ai beaucoup fait état dans mon dernier texte. Tant qu'il n'y a pas de pacification au niveau de l'ensemble de l'organisme, ce qui, ça, constitue le système nerveux, le néocortex et toute votre structure, votre tronc cérébral ainsi que votre cerveau qui est le nerf de la game dans tout ce chemin-là, tant qu'il n'y a pas une compréhension de votre système nerveux, une régulation de celui-ci, puis un calme qui s'installe dans l'organisme, ben le mental, lui, demeure toujours dans une certaine forme de quête, d'une façon ou d'une autre. Et qui dit quête ou recherche du mental dit forcément identification à quelque chose, identification à un concept, à un état, à une situation, à une relation, assis à ça. Alors que l'absence d'identification, ben, c'est vraiment une danse constante avec le vivant où parfois les choses. Bon, si on fait un zoom out après coup, là, il arrive une situation X, vous allez bien voir que dans une situation X, il y a eu quelque chose de très personnel et de très identifié qui s'est joué dans une situation donnée, alors que dans l'autre, vous avez été vraiment dans un état de plénitude, d'accueil et d'ouverture totale qui a fait que la situation vous a traversé comme la vague traverse l'océan finalement. Donc, c'est de sortir de cette volonté-là de se situer à une place ou à une autre. Il n'y a pas lieu de se situer à une place ou à une autre. Il n'y a pas lieu d'adopter une posture particulière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas lieu d'adopter une posture particulière et c'est pour ça que dans les derniers textes que j'ai faits au cours des derniers mois, bon, certaines personnes, en tout cas celles qui me suivent plus assidûment, m'ont fait des commentaires à l'effet que j'avais un gros rejet du spirituel. C'est pas que j'ai un rejet du spirituel, pas du tout. Là. Je suis en train de vous parler de spiritualité en ce moment, donc je rejette rien, mais je vois les limites aussi du spirituel, parce que c'est une posture et une posture de plus. C'est une posture de plus qu'il faut savoir voir un jour. Faut savoir voir toute la game qui se joue autour justement de l'éveil, de la personne qui se dit éveillée ou qui pense qu'il ne l'est pas. Dans un cas comme dans l'autre, ça n'a pas sa raison d'être. Ça n'a pas sa raison d'être. Je veux dire, c'est une forme d'identification, c'est une réappropriation de la situation, de dire je suis éveillé ou je ne suis pas éveillé. C'est une forme de réappropriation d'un état que personne n'est capable de décrire de façon claire et nette et précise. Parce que ça ne se décrit pas, ça se vit. Ça se vit. Puis il y a
plus on avance, moins justement il y a quelqu'un pour en parler. Bon, fait que moi je reviens maintenant quand j'ai des questions ou quand on me sollicite, mais justement, je suis maintenant dans cette posture-là où j'ai pas à revendiquer un statut ou une condition particulière. Je vis la vie que j'ai à vivre, puis je me pose pas vraiment, en tout cas, je me pose de moins en moins de questions par rapport à toute cette, excusez de le dire comme ça, là, mais toute cette bullshit-là qu'on voit beaucoup circuler sur les réseaux sociaux où il y a un club des éveillés, puis tout ce qui vient avec ça, là, tu sais, je veux dire, le petit réseau, la petite clique, puis les gens qui se font des high-five, puis qui sont donc bons parce qu'ils ont compris quelque chose que les autres n'auraient pas compris. Ça, c'est vraiment de la récupération. Puis moi, ça m'intéresse plus, cette joute-là, cette partie-là. Maintenant, parce que ça vous intéresse, c'est correct aussi. Là, je veux dire, je pense que c'est des étapes à traverser, puis il n'y a rien de malsain ou de mal là-dedans. C'est juste qu'à un moment donné, on voit les choses pour ce qu'elles sont, puis on passe à d'autres choses. Tu sais, c'est essentiellement ça que je transmets beaucoup maintenant. Et c'est pour ça que la vie me dirige ailleurs, parce que, je veux dire, à moins d'être sollicité, d'être questionné directement, j'ai moins d'entrain qu'avant de venir traiter de ces questions-là. Par contre, si on me sollicite, je suis toujours heureuse de le faire, mais je le fais d'une partie, bon, je le fais à partir, je vous dirais, d'une dimension où tout ça, c'est vu avec beaucoup de, comment je vous dirais ça? Ben, je vous dirais que, encore là, je vais faire une analogie avec un autre domaine parce que parfois, c'est plus facile de le comprendre comme ça, là. Puis encore là, hey, zéro jugement, les amis, dans ce que je dis, là. Je veux dire, je partage des constats, puis pour moi, tout ça, c'est très ludique, c'est très joyeux, puis c'est très vivant, puis ça fait partie du jeu de la vie, fait qu'il n'y a pas de regard qui serait condescendant ou jugeant par rapport à tout ça, là, même si peut-être qu'au niveau des paroles, ça peut vous apparaître être ça, là, mais pas du tout, là, pas du tout. Je tiens à vous rassurer. L'analogie que je vais faire, c'est, ben, je vais la faire avec le domaine juridique dans lequel, bon, j'ai longtemps navigué. Et puis, quand j'étais dans ce domaine-là, ben, je trouvais ça, j'avais cette espèce de recul-là qui voyait très bien, puis ça, je l'ai vu dès l'université, parce que quand je suis arrivée à l'université, ben, je suis tombée dans un milieu où il y avait beaucoup de fils et de filles de juges et d'avocats. Et moi, je proviens d'un milieu ouvrier, là, je ne proviens pas du tout de ce milieu-là. Et très rapidement, ben, j'ai commencé à voir un peu les jeux qui se jouaient là-dedans, le fait que justement, les gens, certaines personnes vont être bien correctes, là, ils vont passer entre le mur et la peinture et jamais ils vont revendiquer le fait qu'ils proviennent d'un milieu aisé ou non. Mais il y en a beaucoup qui jouaient des espèces de parties un peu là-dedans de mon père est juge, ma mère est avocate et toutes ces affaires-là. Puis, bon, tous les privilèges et les passe-droits aussi que ça peut donner de venir d'un milieu qui se trouve à être finalement le même dans lequel on étudie ou vers lequel on s'en va. Ça rouvre beaucoup de portes que d'avoir un père ou une mère qui a été dans le domaine. Après ça, quand on arrive au niveau de l'emploi, donc on peut jouer ou ne pas jouer avec ça. Puis bon, chacun le fait à sa façon, puis encore là, tout est correct. Mais bref, et après ça, moi, quand je suis rentrée dans ce milieu-là, ben, il y avait aussi beaucoup l'inflation de l'ego qui vient avec ça, l'identification au rôle de l'avocat ou plus tard du juge, qui sont des postes, on va se le dire, qui sont quand même des postes de responsabilité et de pouvoir dans la société qui confèrent certains avantages. Donc, tout ça pour dire que j'ai navigué dans cette profession-là en étant très consciente de ces enjeux-là. Puis moi, il y avait toujours une petite voix en moi qui me rappelait que de ne pas oublier le milieu dont je proviens, parce que ça ne me tentait pas justement de récupérer tout ça. Je ne dis pas que je n'ai pas profité de certains avantages ou que je n'ai pas bénéficié de certaines situations reliées au titre et au poste que j'occupais. Là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je ne me suis jamais vraiment pris au sérieux là-dedans. Et puis, ben, c'est un peu à ça que je réfère quand j'arrive justement dans toute la question de ce qui concerne l'éveil, la non-dualité, la façon dont ça se véhicule dans le milieu francophone européen, je dirais majoritairement, parce que la non-dualité n'est pas quelque chose qui est si populaire que ça ici au Québec puis au Canada. On est dans d'autres visions de la spiritualité, puis c'est bien correct aussi, là, c'est bien OK, là. Donc, tout ceci pour dire que pour moi,
naviguer là-dedans, j'ai aucun problème parce que, je veux dire, je vois les jeux, je vois les games, je vois ceux qui se prennent au sérieux puis ceux qui se prennent pas au sérieux dans ça, parce qu'il y en a qui le font de façon très libre, très fluide et très ludique aussi, puis il y en a d'autres qui se prennent véritablement très au sérieux là-dedans parce que pour eux, il y a des enjeux, que ce soit au terme d'un revenu financier qui est associé à ça, ou de d'autres enjeux qui peuvent être là, de reconnaissance, de visibilité et de succès et autres enjeux qui sont aussi normaux dans la vie, qui font partie de certaines étapes qu'on a à franchir. Je veux dire, pour certains, de se réaliser au niveau professionnel, c'est hyper important. Moi, ça a été hyper important ici dans ma carrière justement juridique, puis dans d'autres carrières que j'ai eues, là, parce que j'ai navigué dans plusieurs environnements. Il y avait un besoin de me réaliser professionnellement que j'ai accompli dans ma vie professionnelle et j'en suis très heureuse parce que maintenant, je sens pas le besoin de m'accomplir à ce niveau-là. Et ce que je fais, pour moi, je le fais à titre de service. C'est pour ça que je pousse plus et que je force plus pour me faire connaître davantage ou publiciser ou mousser des activités, j'en mets même plus à l'horaire. C'est un service, mon site est là. Si les gens tombent dessus puis que ça leur parle, que ça les titille, que ça attise leur curiosité, tant mieux. Si ça ne leur parle pas, ben, tant mieux aussi. Ils iront voir justement tous ceux et celles qui sentent le besoin ou la nécessité d'en faire un boulot, un revenu et de faire de ça une job. Bon, puis c'est correct. Je suis pas en train de dire que c'est pas correct d'en faire une job puis ou de vouloir être vu puis reconnu par ce milieu-là, par le milieu spirituel, qui joue exactement les mêmes games, puis les mêmes parties, puis les mêmes qui se jouent à partir des mêmes dynamiques que celles que j'ai observées dans le milieu juridique, que j'ai observées dans le milieu artistique, que j'ai observées dans le milieu des affaires. C'est exactement la même partie qui se joue avec les mêmes dynamiques relationnelles, les mêmes besoins, parce que l'éphémère et le passager, puis c'est surtout à ça que je voulais revenir, l'éphémère et le passager, vous devez l'embrasser et le jouer jusqu'au bout des ongles, au bout des cheveux. C'est comme ça que ça se joue. C'est comme ça que fonctionne la vie. Puis il n'y a pas lieu de se placer dans une posture plus qu'une autre, se croire identifié, se croire non identifié. C'est encore des croyances qui sont dans le mental, puis c'est là que ça vous maintient, puis c'est là que ça vous laisse, tu sais. Et le game changer, en tout cas du moins pour moi c'est ça a été de se ramener au corps. Moi ça s'est joué comme ça du début à la fin. C'est l'organisme, c'est l'énergie, c'est ça qu'il a fallu que je suive, c'est Shakti, c'est la manifestation énergétique de la conscience, c'est la manifestation la plus brute et la plus vraie et la plus authentique de la conscience parce que c'est vraiment l'état de votre système nerveux dans l'instant T. Donc, si vous êtes planqué en mode de survie, vous allez la jouer en mode de survie. Si vous êtes dans le parasympathique, vous allez être calme, vous allez être ouvert, vous allez être détendu, vous allez être accueillant, vous allez recevoir l'autre tel qu'il est, sans jugement, sans regard particulier. Et si vous êtes dans le sympathique, bien, vous allez être tourné vers l'action puis le besoin de faire des choses pour calmer votre organisme. Parce que c'est un peu comme ça, là, je vous le résume très grossièrement, mais c'est un peu comme ça que ça se joue. Donc, c'est ça, c'est la vie, c'est le jeu du vivant, puis on ne peut pas le jouer autrement que de la façon dont l'énergie demande à le jouer dans l'instant T. Donc, de le jouer en mode je fais de l'éveil, une business, un personnage, quelque chose que je mets à l'avant, puis sur lequel je pousse, je fonce et j'en fais ma business, c'est OK. Vous allez rencontrer exactement les mêmes enjeux que moi j'ai rencontrés dans la profession juridique ou dans d'autres milieux pendant que j'étais en emploi. Vous allez rencontrer exactement les mêmes enjeux, puis c'est bien correct, puis c'est OK, il n'y en a pas de problème. Donc, je ne suis pas en train de juger de tout ça. Je suis juste en train de faire un constat de la situation. Donc, de vouloir voir les choses de l'angle de la pure conscience, de l'aspect unique de Shiva, ben, c'est une utopie, ça relève de l'imaginaire, ça relève de quelque chose qui est fondamentalement relié encore et toujours à l'intellect, au mental, à tout ce qui relève justement de l'esprit. Et vouloir la jouer uniquement Shakti, vivant, transitoire, passager, éphémère, ben ça vous garde souvent dans une forme d'identification avec laquelle va venir son lot d'inconfort et de souffrance parce que il y a encore beaucoup de tiraillements dans l'organisme avec lesquels vous êtes en lutte et en résistance parce que vous êtes identifié à ça et que c'est inconfortable et que vous apprenez pas à le voir autrement. Par contre, moi, ce que je privilégierais toujours, c'est de se mettre
en contact avec avec ces ressentis-là. Et d'apprendre tranquillement, pas vite, à naviguer avec ceux-ci et à voir que ce ne sont pas vos ennemis, ce sont plutôt vos enseignants et vos messagers. Donc voilà. Donc, je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est déjà quand même une vidéo qui a quoi, presque une demi-heure, là, un 30 minutes. Donc, je pense que c'est assez pour résumer la situation. Mais bref, l'union de Shiva et Shakti, c'est ça. C'est tout simplement ça. C'est d'aller au-delà justement du mental et de l'intellect et de sortir de ce jeu-là qui veut vous camper à une place ou à l'autre. Parce que c'est ça que le mental fait. Le mental tend à faire des cases et tout ça et à vous polariser. Donc, faut aller au-delà de ça. Hein? Et il faut sortir du jeu de la polarisation. Et comment on sort du jeu de la polarisation? Ben, c'est en faisant de la nuance, en se ramenant dans le juste milieu et dans l'équilibre. C'est ce que je préconise, c'est la voie que je transmets et que je partage, mais oui, je la transmets à travers un outil qui est fondamentalement non duel. Mais à ceux et celles qui sont venus à mes événements et qui ont participé, ben, les gens savent très bien qu'on sort assez rapidement justement des enjeux strictement non duels et qu'on revient à ce qui se joue dans le maintenant et comment c'est vécu, comment c'est ressenti. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus et puis je vous souhaite une très belle semaine. Ciao!